L'autodiscipline. Comment faire pour en avoir plus? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça existe ou est-ce que c'est une illusion? Je vais vous dire tout ça. Dans ce petit podcast de la série Tout ce que je sais sur le dernier de l'année, je vais parler librement, de manière improvisée, de toutes les choses que je pense à ce sujet-là. Il y a énormément de choses à dire, j'ai envie de partager des conseils, des trucs pour être plus autodiscipliné, plus motivé, pour avoir plus de volonté. Et aussi aborder peut-être le côté philosophique de la chose, vraiment dire ce que c'est. Je pense pas que ça existe réellement l'autodiscipline. Je pense qu'on est surtout discipliné par son environnement et que c'est relativement peu, les choses qui semblent être des œuvres de discipline extrêmement répétitives sont souvent tout à fait l'inverse. Mais c'est un concept quand même intéressant et utile et qui parle à tout le monde, donc je vais essayer d'en parler aujourd'hui. Avant de vous donner des conseils, je pense vraiment concrets sur ce que moi j'ai appris sur l'autodiscipline, puisque j'ai lu des dizaines et des dizaines de livres précisément sur ce sujet. Et il y a même toute une littérature scientifique sur la volonté. C'est un sujet qu'on connaît, qu'on maîtrise de mieux en mieux tous les jours, et sur lequel j'ai pas le mal expérimenté personnellement et même avec d'autres gens. Et je vais vous dire un peu ce que j'en pense. D'abord, couvrons le premier sujet qui est le sujet du libre arbitre de la volonté. Il y a une critique du développement personnel que j'entends souvent et qui me semble bête, à défaut de trouver d'autres mots, je la trouve vraiment bête. C'est l'idée que le libre arbitre n'existe pas, la volonté n'existe pas et qu'on est déterminé. C'est en fait l'argument du déterminisme. J'ai jamais trop compris cet argument-là. En vérité, je l'ai jamais vraiment entendu. J'ai jamais entendu un argument déterministe vraiment cool, vraiment un petit peu convaincant. J'ai souvent eu un positionnement un peu bizarre par rapport au développement personnel, moi en me lançant un peu dans ce domaine-là, en m'intéressant un peu à ça. Je voulais pas m'attacher à ce mot-là, et je détestais en fait ce domaine-là et ce qui se faisait dans ce domaine-là. Il y a plein de formes qui me gênent, mais c'est un mot aussi qu'on m'a accolé, on m'a considéré comme quelqu'un qui faisait du développement personnel. Et j'ai toujours eu une relation un peu ambivalente de vouloir refuser ça et dire que c'était de la merde, ce que je pensais, ou au contraire l'assumer et avoir un peu de courage et dire oui, mais en fait c'est bien. Parce qu'il s'agit finalement juste de se développer personnellement, fondamentalement quand on revient à la définition du mot, ce qui est, je pense, assez dur à critiquer, à moins que vous soyez, pour que les gens ne se développent pas. Personnellement, ça serait assez étrange. Mais pour revenir au sujet de l'autodiscipline, de la volonté, pourquoi est-ce que je pense que ça existe? Non seulement je pense que vous avez un libre arbitre, mais je pense que c'est même tout ce que vous avez. C'est tout ce que vous êtes. Ma volonté, ma capacité à faire des choix, là, à prendre des décisions maintenant, je pense qu'elle est relativement petite. Je pense qu'on est effectivement très influencé par notre environnement social, par notre éducation, par notre enfance, par notre génétique. Je pense qu'on est aussi très très largement influencé, et les gens parlent jamais de ça, mais je pense qu'on est influencé à 95% dans notre vie par simplement le pays dans lequel on est né, dans lequel on vit. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher forcément des explications super complexes sur la sociologie, le milieu, etc. Déjà le pays, ça change totalement qui vous êtes et quelles sont vos chances dans la vie. Et je pense qu'on a une part de volonté qui est vraiment faible, mais je pense qu'elle existe et que c'est la seule chose qu'on est. C'est la seule chose que l'on... En fait, tout le reste, c'est juste l'environnement qui nous traverse et qui s'exprime à travers nous. Et je pense néanmoins qu'on a quand même, peut-être 1, 2, 3% dans notre vie de pouvoir de décision. Et je pense que c'est même un peu plus complexe que ça. Je pense que on a tous un niveau, une part de libre arbitre différente. Par exemple, quelqu'un qui me dirait qu'il a 0 libre arbitre et qui se trouve être quelqu'un qui vit dans une grande ville avec plein de lumière, une sorte de Néo-Tokyo, avec plein de voitures très grandes qui font du bruit, des écrans, des pubs partout, qui est sur internet, qui est toujours connecté, qui a le dernier portable, etc., qui écoute de la musique tout le temps. Si cette personne vient me voir et me dire je crois pas au libre arbitre, j'ai envie de lui dire t'as bien raison, puisque tu n'en as pas. Tu n'en as probablement pas. Parce que si on est dans un certain contexte d'hyper-stimulation, d'hyper-addiction dans son environnement, effectivement on est notre environnement, on est le monde qui nous entoure et rien d'autre. Si on est addict à une drogue qui nous influence psychologiquement très fortement, on devient quelque part cette drogue. Et on n'existe plus, on a moins de libre arbitre. Donc je pense que c'est vrai pour pas mal de gens en fait, de pas avoir de libre arbitre. Et c'est peut-être l'une des origines de cette croyance qui est répandue chez pas mal de gens. Et je pense qu'on peut aussi augmenter cette part de libre arbitre en nous, en se retirant un peu, en ayant un peu plus de recul sur ses pensées, en méditant. Je vais parler de ça aussi, beaucoup, de la méditation. Je pense que c'est vraiment le cœur en fait de la volonté, la méditation. Si on est capable de prendre du recul, d'observer ses pensées, on peut changer leur cours,
changer certaines répétitions, prendre conscience de certaines influences extérieures, de la journée, des gens qui nous entourent, et légèrement influencer nos pensées. Et cette influence qu'on va avoir sur nos pensées, elle peut avoir une influence sur notre cadre, et donc sur la part de volonté, de libre arbitre qu'on a dans notre vie de tous les jours. L'argument que je disais tout à l'heure, je parlais du déterminisme et du fait que je comprenais pas en fait l'argument déterministe. Donc l'argument déterministe, ce que j'appelle comme ça, c'est en fait les gens qui disent que tout est déterminé, absolument tout à 100%, et qu'il n'y a pas de part de volonté, que c'est juste une illusion. Et quand je demande aux gens, oui, bon, tu le crois, c'est bien, c'est gentil, mais est-ce que tu peux me le prouver ? Est-ce que c'est juste un truc que tu dis comme ça, une hypothèse intéressante, assez valable, mais est-ce que tu peux me le prouver ? Est-ce que tu as une raison d'être aussi sûr de toi ? Pourquoi est-ce que tu crois ça ? Pourquoi est-ce que tu crois que tout est déterminé à l'avance par les conditions sociales ou environnementales et physiques ou je sais pas ? Souvent la réponse des gens quand on leur dit ça, quasi systématiquement, c'est de me dire donne-moi une situation, donne-moi un exemple de situation et où tu crois que voilà, c'est l'exercice de la volonté, et je vais te prouver que non, c'est la conséquence de plein d'autres choses. Et ça, selon eux, c'est une preuve. Ça, selon eux, c'est un argument un petit peu convaincant. Donc, je sais pas, je pourrais leur donner l'exemple de quelqu'un qui se suicide, par exemple, pour prendre un cas extrême, qui peut sembler être une sorte de volonté un peu bizarre. Mais ils vont me dire, oui, alors cette personne qui s'est suicidée, c'est parce qu'elle vient de cette culture-là, de cette religion-là, dans ce pays-là. Elle s'est suicidée à ce moment-là parce que statistiquement, les gens vont plus être mal dans leur peau à ce moment-là de l'année, et peut-être que si on regarde, je vais étudier son cas, et en fait il se trouve que son arrière-grand-père avait aussi une personnalité très négative, et voilà, blablabla. Et en gros, ils vont réussir à expliquer la situation par des causes déterminantes. Et donc ça, selon eux, ça prouve que le monde est déterminé. Ce qui est je sais même pas par où commencer, c'est ce qui est pas du tout un argument. Ce qui est démontré quand on fait ce genre de choses, c'est-à-dire expliquer les choses rétrospectivement, ce qu'on démontre, c'est uniquement notre capacité d'imagination. C'est à la portée de tout le monde, en tout cas de beaucoup de gens, ça m'a porté, je pense, d'expliquer à peu près toutes les situations uniquement du point de vue psychologique, ou alors uniquement du point de vue génétique, ou alors uniquement du point de vue social, sociologique, ou alors économique. Ça m'a porté. Vous pourrez me donner n'importe quelle situation, je serai capable de vous l'expliquer uniquement d'un seul point de vue. Économique, par exemple. Ça me demandera du temps. Ça me demandera beaucoup de temps, je devrais beaucoup me renseigner, je devrais choisir les informations les plus pertinentes, mais je suis capable de faire ça. Et vous aussi, a priori, vous en êtes capable. Faut juste avoir un minimum d'imagination, avoir du temps devant soi, être capable de se renseigner un petit peu sur les théories de base, et on peut s'amuser à tout expliquer avec un ensemble de raisons possibles, avec un modèle théorique qui nous arrange. Ça prouve rien du tout. C'est nul. Ça ne prouve rien, en fait, de faire ça. C'est juste un exercice de style intéressant. Et je pense, en fait, que c'est vraiment intéressant, d'ailleurs. Mais ça ne prouve rien. C'est pas un travail argumentatif. Ce qui serait plus intéressant, c'est d'être capable de prédire les choses. Quelqu'un qui est capable de prédire le comportement d'une personne ou d'un groupe à partir de son modèle théorique, qui inclut un peu de sociologie, d'environnement, de physique, de biologie, de je ne sais quoi, et qui est capable de prédire globalement ce que les gens font, il peut dire qu'il a compris des choses sur nos déterminismes. Et effectivement, y a des gens qui sont à peu près capables de faire ça. On a des éléments qui prédisent nos choix. Les éléments sociaux vont prédire, par exemple, avec qui vous allez vous marier, avec une personne de quel milieu, à peu près du même milieu social que vous. On a des choses comme ça, on est clairement déterminé en partie. Ça, c'est vrai. Par contre, entre le fait de dire qu'on est en partie déterminé dans nos comportements et dans nos choix, et le fait de dire qu'on est à 100% déterminé dans tous nos choix, dans toutes nos décisions, et que par conséquent, le libre arbitre, la volonté, le fait de prendre des décisions, c'est une illusion totale, y a un grand écart entre les deux. C'est deux positions complètement différentes. Et le fait qu'on soit capable de prouver que certaines choses, décisions soient déterminées ne démontre pas que tout, absolument, sans exception, est déterminé. C'est un petit peu s'avancer rapidement. Mais par contre, je suis d'accord qu'on peut avoir un doute. On peut avoir un doute sur le fait que le libre arbitre existe, ou alors que c'est juste une illusion. Tout comme on peut avoir un doute légitime sur le fait que la conscience existe, ou alors est-ce que c'est juste une illusion, est-ce que finalement on n'est pas juste comme des pierres, et la conscience serait juste une illusion aux yeux de cette propre illusion. Mais c'est des questions qui sont trop compliquées pour moi. On va revenir sur la question du libre arbitre et de la volonté. Ce que je veux dire, c'est simplement que on peut pas juste affirmer comme ça que ça n'existe pas sans être capable de prédire à peu près de manière fiable les comportements humains. Ce qu'on est, au cas où vous l'auriez pas remarqué, pas du tout capable de faire aujourd'hui.
il se passe n'importe quoi, n'importe quand. Dans les sociétés, dans les groupes, dans nos relations individuelles entre nous, même nous-mêmes, on n'est pas capable de se prévoir. On n'est pas capable du tout de comprendre comment on fonctionne, de comprendre les mécanismes qui nous animent, comme si on était des machines absolument pas douées de volonté, uniquement animées par l'environnement qui nous entoure. Et tant qu'on n'est pas dans cette situation-là, on ne peut pas affirmer que on est juste comme des rouages dans un mécanisme. Je pense qu'il y a autre chose. Je pense qu'on peut croire à peu près légitimement qu'il existe une sorte de volonté. Et ce qui me fait penser à ça aussi, c'est une expérience en fait. C'est parce que c'est des choses qu'on peut à peu près tester d'une certaine manière scientifiquement, cette capacité à prendre des décisions. Il y a une expérience qui est relatée dans le livre The Upside of Stress de Kelly McGonigal, qui raconte en fait cette expérience suivante, qui d'ailleurs c'est un super livre, je vous le conseille. Il raconte cette expérience, c'est celle de psychologues qui sont allés dans des écoles, je crois que c'est dans le Bronx aux États-Unis, donc des quartiers très défavorisés aux États-Unis, et dans différentes écoles qu'ils ont divisées en deux groupes, donc un groupe de contrôle et un groupe où ils ont fait une expérience spéciale. Mais dans un premier groupe, ils faisaient rien de particulier, il y avait une conférence un jour assez courte où ils disaient des choses assez génériques, sans trop d'importance. Et dans l'autre groupe, dans l'autre école, les autres écoles, eh bien, ils faisaient un autre test, c'est qu'ils faisaient une conférence très courte, je crois, d'1 heure, quelque chose comme ça, dans lequel ils expliquaient aux jeunes élèves que, à ces jeunes enfants, quoi, que dans la vie, ils pouvaient changer. Leurs idées pouvaient changer, leurs pensées pouvaient changer, leur identité pouvait changer. C'était une sorte de discours un peu avec des trucs d'hypnose en fait, où ils disaient aux élèves parfois on a l'impression d'être sur le mauvais chemin, on a l'impression d'être foutu, ou d'être un délinquant, d'avoir pris la mauvaise voie, et puis un jour on se réveille et on réalise qu'on a complètement changé. On regarde 10 ans en arrière et on est devenu quelqu'un de complètement différent. Donc vraiment un truc, ce genre de discours-là. Donc un truc finalement un peu basique quoi, de développement personnel, quoi, un truc de motivation, un truc de motivation un peu intelligente en fait, avec des vrais appuis sur des ressorts psychologiques qui marchent en fait. De vraiment faire passer en fait ces enfants d'un état d'esprit statique à un état d'esprit où ils se disent qu'ils peuvent changer, qu'ils peuvent évoluer, qu'ils peuvent progresser. Ce qui est le message principal en fait de cet univers-là qu'on appelle développement personnel et qui est lié en fait à cette question de la volonté, de l'autodiscipline, des gens qui croient que c'est possible de changer. Et donc il y a eu vraiment voilà ce petit cours, cette petite conférence qui a été donnée à ces élèves-là. Et des années plus tard, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, on a suivi en fait tous ces élèves-là. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait des grandes différences entre les deux groupes. Dans le sens où les élèves qui avaient reçu ce cours discours de possibilités de changement intérieur avaient bien mieux réussi dans la vie. Il y en a beaucoup moins qui étaient allés en prison, il y en avait beaucoup moins qui ont eu des problèmes avec la justice, etc. Il y en a beaucoup plus qui ont réussi à sortir de leur situation de détresse en fait économique qu'ils avaient quand ils étaient enfants. Et ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs beaucoup de ceux qui avaient été influencés positivement par ce discours ne se rappelaient même pas forcément de ce discours. Ce qui pour moi démontre pas qu'il existe un libre arbitre de manière philosophique, puisque ces enfants ont été influencés par ce discours, par cette conférence, mais qui démontre qu'il existe autre chose que les conditions sociales et les conditions économiques et les conditions familiales. Il existe autre chose qu'on pourrait appeler la volonté, d'une certaine manière. Ou l'esprit, peut-être, les pensées. Et je pense que les pensées influencent énormément nos comportements, et que c'est possible de les influencer, sans énormément d'efforts. En étant dans le bon environnement, en étant influencé par les bons mots, par les mots justes, et même pas forcément de manière extrêmement intense, sans forcément subir un lavage de cerveau. Je pense que des petits mots, des petites pensées, des petits livres peuvent vraiment nous changer, en fait, changer une vie. Et c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais je pense que c'est possible. Et en fait, au-delà du débat philosophique un peu compliqué sur l'existence de la volonté, de l'âme, et des déterminismes, au-delà de cette question-là qui est très compliquée, en fait, si vraiment vous faites partie des gens qui croient qu'on n'est pas capable de prendre une décision,
Ce qui pour moi est la chose la plus évidente du monde d'ailleurs, on est capable de prendre une décision, mais si vous faites partie des gens qui pensent que vous n'êtes pas capable de prendre une décision, et que je vous dis là maintenant, faites le choix entre lever votre main gauche ou votre main droite, ou de lever aucune des deux, et que sincèrement vous me dites que vous n'êtes pas capable de faire ce choix-là, et qu'il y a, je sais pas, la société, vos ancêtres et la chaise sur laquelle vous êtes assis qui vous influence dans votre décision, que vous êtes absolument pas capable de faire le choix de lever votre main gauche, votre main droite ou de lever aucune de vos deux mains, et que vous êtes vraiment convaincu de ça, et que vous avez 0% de part de volonté et de libre arbitre dans cette décision, eh ben, sincèrement, je vous crois pas. Je vous crois pas que vous y croyez vraiment. Je crois pas que vous pensez vraiment ça. Je crois pas que vous pensez que ce sentiment, en fait, qu'on a tous, que j'ai là, et que vous avez aussi un peu forcément, de liberté, je crois pas que vous croyez qu'il est à 100% illusoire. Il est en grande partie illusoire, ça c'est sûr. Il y a plein de décisions qu'on pense prendre, plein de choses qu'on pense être notre volonté, qui sont juste le résultat de l'environnement. Mais je pense pas que vous croyez, vous, là, sincèrement, je crois pas que vous croyez sincèrement que c'est à 100% une illusion. À mon avis, vous êtes conscient, et c'est un peu évident, que vous avez un tout petit bout, 1%, 1 pour 1000, un tout petit bout de volonté à l'intérieur de ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça le sujet en fait de la vie. C'est ça le sujet quoi. C'est ce truc là qui est intéressant, c'est ça, vous. Le reste, je m'en fous, c'est rien, ça m'intéresse pas. C'est le monde qui vous entoure. Et ce petit bout là, ce petit truc qui est vous, il est intéressant. Enfin, il est intéressant pour vous en fait. Pour moi, il est intéressant. Enfin, c'est ce que vous êtes quoi. Et je crois que ça existe. Je crois que ce truc là, c'est pas entièrement une illusion. Et je crois que vous le savez aussi, et que vous le croyez aussi, et que j'ai pas besoin de vous convaincre en fait de ça, plus que ça. Et cette idée en fait que tout a une cause, elle peut être très ancrée chez certaines personnes. Elle peut être vraiment intuitive chez beaucoup de gens, que tout a une cause. Et en fait c'est lié, non pas à un raisonnement, ou à une intuition naturelle, mais c'est beaucoup lié je pense à un contexte culturel. Il y a un auteur dont j'ai oublié le nom qui parle de ça en fait, de l'importance des contextes religieux anciens vis-à-vis d'une pensée qui se pense rationnelle. Par exemple, sur l'idée de la cause première, l'idée que tout est causé par quelque chose qu'on peut trouver et que tout est déterminé par un nombre limité de causes, eh bien en fait c'est un concept totalement religieux qui est celui de la cause première, qui est celui que tout est causé, qu'il y a une fatalité en fait, à laquelle on ne peut pas échapper, qui est extrêmement présente en fait dans le monde catholique et une partie du monde abrahamique. Et c'est normal que ce soit un peu difficile de discuter de ces sujets-là, puisque ça fait partie d'un fond culturel très important chez beaucoup de gens, en fait. De la même manière, ce que cet auteur disait, c'est que des concepts qui semblaient très naturels, comme l'idée d'un monde en 3 dimensions, est en fait directement lié au concept de Trinité, au chiffre 3, qui est très présent dans certaines cultures, mais pas dans toutes. Et en fait, le monde n'est pas vraiment en 3 dimensions. Et beaucoup de choses comme ça qui nous semblent, auxquelles on réfléchit pas forcément, sont en fait le résultat d'un contexte culturel particulier. Et après, il y a des gens qui vont critiquer le concept de volonté, de libre arbitre, parce que ils vont considérer que c'est un prétexte, un moyen pour ensuite juger les gens, dire qu'on est supérieur ou inférieur aux autres, dire que lui, il a ce qu'il mérite s'il va, je sais pas, en prison, ou si il souffre dans sa vie. Et celui qui réussit, il l'a mérité. Et on peut avoir un problème avec ces concepts-là de volonté de libre arbitre, parce que ça peut être des moyens de légitimer, de justifier des situations. Mais en fait, c'est un mauvais argument, parce que ça n'a pas de rapport, en fait. C'est pas parce que cette idée-là du libre arbitre, elle peut être utilisée négativement, c'est pas pour ça qu'elle est fausse. Y a pas de... C'est en dehors du débat. C'est hors sujet, en réalité. Et pour ma part, je crois pas au mérite. Je crois pas que quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts dans sa vie pour être heureux, ou pour avoir un certain confort matériel, je crois pas que c'est admirable. C'est juste quelqu'un qui a pris des bonnes décisions. Et j'adhère pas trop à cette idée de jugement ou de culpabilité des individus. Ce qui pour moi est différent de la responsabilité et de la volonté. Et un truc qu'il faut comprendre aussi sur tout ce monde-là, en fait, toute la littérature autour de la volonté, beaucoup de gens qui ont un regard très extérieur, très critique, et en fait très ignorant sur le sujet, s'imaginent que tout le sujet du dev perso, c'est de dire, voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire, vous avez un pouvoir infini, vous n'êtes pas du tout déterminé, conditionné par votre environnement. J'ai pas entendu beaucoup de gens dire ça, moi, dans ma vie.
parce que c'est un propos un peu bête, qui est difficile à avoir. Par contre, ce que j'ai beaucoup entendu, alors peut-être que j'ai bien choisi mes sources, mais ce que j'ai beaucoup entendu, c'est que dans le monde du développement personnel, alors dans le monde des gens qui disent qu'on peut avoir plus de volonté, qu'on peut mieux prendre ses décisions, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est qu'on est au contraire très dépendant de notre cadre, des gens qu'on connaît, et qu'il faut absolument en premier lieu changer ça. Choisir les gens avec qui on est, choisir la ville dans laquelle on vit, parce que ça nous influence énormément, parce qu'il y a un esprit dans votre ville, choisir comment est organisé votre appartement, ne pas dormir avec votre portable à côté de vous, choisir, faire vos courses avant pour que les aliments de votre placard ils soient bien organisés avant. Bref, améliorer votre cadre. C'est le premier truc qu'on apprend, que moi je vous ai appris, que je vous ai beaucoup partagé déjà, et que je vous répète aujourd'hui. C'est qu'en fait, vous êtes votre cadre avant tout, c'est lui qui vous définit. Et c'est ça le plus important dans le développement personnel. C'est pour ça que souvent il y a une sorte d'opposition qui va être fait artificiellement par les gens qui n'y connaissent rien, entre, on va dire, la politique et le dev perso et le changement personnel. Mais un des premiers trucs qu'on comprend, c'est que quand on s'intéresse à ça, au changement personnel, c'est qu'on est ultra dépendant de notre environnement, et donc ça a du sens d'influencer notre environnement à une échelle petite, à l'échelle de votre appartement, de votre lit, mais aussi à l'échelle de votre ville, à l'échelle de votre pays et tout ça. Il n'y a pas une opposition en fait entre l'idée de se changer soi et de changer son environnement. C'est la même chose en fait. C'est juste qu'effectivement dans le monde de l'autodiscipline, on a besoin quand même de croire qu'on a un petit bout de volonté, de capacité à choisir pour influencer progressivement cet environnement qui nous entoure. Et petit à petit l'influencer de plus en plus avec la volonté supplémentaire qu'on acquiert à chaque fois. Ça va très loin, ça va jusqu'à des gens qui vont dire que vous devez vous habiller tous les jours de la même manière parce que ça va économiser votre capacité à prendre des décisions. Vous devez... il y a même des gens qui proposent de choisir en fait vraiment ses amis en disant vous êtes la somme de vos 5 amis avec qui vous passez le plus de temps, ce qui est une phrase que je trouve assez horrible. Mais au contraire, les gens qui s'intéressent à ce sujet-là sont très obsédés par leur environnement, par la société, par tout ce qui les influence indirectement. Et je vous le redis, c'est ça le plus important. C'est dans tous les cas, ce que vous faites, vos décisions que vous prenez tous les jours, pour ma part, je suis convaincu qu'au moins, en majorité, c'est déterminé par votre environnement. Après, peut-être que j'ai dressé un portrait un peu caricatural des gens qui vont être dans les sciences sociales, etc. Eux-mêmes, en fait, quand on étudie un peu les gens sérieux, les vrais scientifiques du sujet, eux-mêmes n'ont pas la prétention de dire que tout est déterminé, qu'ils peuvent tout comprendre et tout prédire. Ils ont en général un peu plus d'humilité, et ils vont dire quelque chose comme les gens sont déterminés à 50% par exemple par la démographie par exemple. C'est Emmanuel Todd qui dit ça, dont j'ai résumé un des livres ici, qui est vraiment cool. Lui dit par exemple on est déterminé à 50%, ce qui me semble un chiffre sympa. Mais dans tous les cas, il reste une part de volonté qu'on peut exercer. Et il faut se poser la question de comment on peut l'exercer. Ce qui m'amène au deuxième angle, à la deuxième dimension que je veux traiter aujourd'hui ici, qui est la volonté, la pensée, la capacité à influencer ses pensées et la méditation. Peut-être qu'une des raisons pour lesquelles ça me semble vraiment fou, en fait, les gens qui croient que c'est pas possible d'influencer ses pensées, c'est justement la pratique et l'intérêt, la curiosité, la science, si j'ose dire, de la méditation. Méditer, par définition, c'est exercer sa volonté. Si la volonté n'existe pas, la méditation n'existe pas. Méditer, fondamentalement, c'est rien faire, observer ses pensées, avoir du recul dessus, vous faites rien, vous vous taisez, vous fermez les yeux, vous voyez ce qui se passe à l'intérieur de vos pensées, puis au bout d'une minute, vous voyez des pensées qui reviennent. De 2 minutes, elles reviennent encore. 3 minutes, elles continuent à revenir et à tourner un peu en rond. Au bout de 20 minutes, vous commencez par vous dire « peut-être que je peux penser à autre chose ». En fait, peut-être que je peux décider ce à quoi je pense maintenant. Peut-être que je peux penser à un truc intéressant, utile. Peut-être qu'il y a ce truc auquel j'ai peur de penser, je peux y penser et me forcer un peu à y penser. Peut-être que je peux me diriger un petit peu intérieurement. Et donc avec la méditation, vous comprenez très vite que vous avez un pouvoir sur vous-même. Et qu'il est potentiellement très fort, ce pouvoir. Et plus vous méditez, et plus il est évident. Et vous faites la différence entre les pensées qui vous viennent juste de l'extérieur, qui vous viennent juste de hier, du monde qui vous entoure. Et vous pouvez voir en fait cette capacité à les pousser ou les tirer dans une certaine direction. Et ça influence évidemment vos actions ensuite.
Et il n'y a pas besoin de méditer vraiment, d'être assis en tailleur et de fermer les yeux pour le faire. On peut le faire dans tout. En fait, c'est ça l'intérêt aussi, c'est que dans tout ce que vous faites, vous pouvez être un peu plus conscient, augmenter votre conscience, augmenter votre lucidité. Un petit peu comme dans un rêve d'ailleurs, comme dans un rêve lucide. Je comprends très bien que des gens sont convaincus que dans leur rêve, par exemple, voilà, quand vous réveillez le matin et que vous avez vu un rêve, je comprends très bien que la plupart des gens sont convaincus qu'ils n'ont aucun pouvoir, aucune volonté dans leur rêve, aucun pouvoir d'influence. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, parce que c'est le cas. La plupart des gens n'ont aucun pouvoir, aucune influence sur leur rêve. Par contre, il y a des gens qui sont capables d'apprendre à être un peu plus lucides dans leur rêve. Ça prend du temps, c'est pas facile. Mais on a tous un tout petit bout de lucidité dans nos rêves qui nous permet de les influencer un petit peu. Et puis avec le temps, avec l'expérience, eh bien on peut apprendre à augmenter ce niveau de lucidité. Et tout d'un coup, un truc qui était totalement passif, qu'on subit à 100%, eh bien ça peut devenir quelque chose de contrôlé à 100%. Et d'influencer au moins. Contrôler, c'est un grand mot. Mais en tout cas, influencer en grande partie par notre volonté. Et je pense que dans la vraie vie, c'est pareil. Par défaut, et on n'est effectivement pas doué de libre arbitre, ou alors de vraiment pas beaucoup. Mais en apprenant à avoir un certain recul, on réalise cette chose absolument évidente et enfin tellement évidente qu'elle est dure à prouver, qui est que on peut choisir ce à quoi on pense. On peut au moins choisir ça. Ce truc-là, on est quand même libre de le faire. Si je vous parle d'un éléphant rose, vous êtes obligé de penser à un éléphant rose. Mais si je vous demande d'y repenser dans 10 secondes, et dans 20 secondes, et dans 30 secondes, vous n'êtes pas du tout obligé. Vous faites quand même le choix de cette pensée-là. Et quand on a réalisé ça, eh bien effectivement, on découvre tout un... Et quand on augmente son niveau de conscience par rapport à ça, on a beaucoup plus de pouvoir, je pense, sur sa vie. Et on est capable, pas de tout influencer, mais on est au moins capable de changer un petit peu son cadre. Changer de ville, par exemple. Éliminer les relations toxiques dans sa vie. On est capable de faire ça. On a du pouvoir, bref, de manière générale. Et ça, ça nous donne beaucoup plus d'autodiscipline, de choix, de volonté, de capacité à choisir un petit peu notre vie, en fait. Et puis bien sûr, ce sera jamais à 100%, je le répète, mais les enfants, par exemple, de ces écoles américaines défavorisées, ils n'ont pas tous super bien réussi dans la vie, ils n'ont pas eu tous aucun problème dans la vie, et ils sont pas totalement sortis de leur détresse économique à 100% tous, simplement parce qu'ils ont reçu un petit discours et une petite conférence. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est simplement que c'est utile, intéressant et potentiellement efficace de s'intéresser à ces sujets-là de la volonté et de la discipline. Et donc le premier angle, c'est comprendre ça, comprendre qu'on peut influencer ses pensées, qu'on peut avoir du pouvoir, je dirais même du contrôle sur ses pensées. J'insiste sur le mot contrôle parce que il est extrêmement décrié dans le monde occidental, je dirais, alors qu'il est, en tout cas dans les cultures, je dirais, asiatiques, dharmiques, dans le monde en fait autour de la méditation, on va dire, antique, ancienne, il est présent en fait, il est question de contrôle. Dans le yoga, dans ces choses-là, l'idée de contrôler ses pensées, de les diriger, de les concentrer. C'est des mots qui sont vus positivement. Et ils sont vus très négativement, enfin c'est pas des mots que j'emploierais naturellement dans une conversation avec quelqu'un, en général. Parce que c'est des mots qui sont vus négativement, parce que ça va être associé, je pense, à l'idée d'essayer de contrôler les autres. Et évidemment, effectivement, contrôler les autres, c'est pas bien, c'est méchant, c'est pas dans leur intérêt, tout simplement. Mais je fais une grande différence pour ma part entre le fait de contrôler les autres et de se contrôler soi-même. Je trouve que ça n'a rien à voir. Et contrôler soi-même, j'ai un peu aussi du mal à comprendre en quoi c'est mal aux yeux de beaucoup de gens. Je pense que c'est mal parce que les gens font beaucoup la confusion entre le fait de contrôler ses actions et contrôler ses pensées. Quelqu'un qui aurait un désir refoulé et qui essaierait de contrôler ses actions pour ne pas exercer ce désir, effectivement ça pourrait être refoulé et ressortir sous une forme violente. Ça pourrait créer des névroses, des tensions en lui qui seraient dures à accepter. Et effectivement, je conseille à personne d'avoir un désir en soi et d'essayer de se limiter, je sais pas, de se contrôler, de se brimer en soi. Parce que ça, c'est un peu l'approche qu'on a en Occident, je dirais de manière générale, c'est une approche
comportementaliste, on s'intéresse pas tellement aux pensées, on s'intéresse pas tellement au contrôle de ses propres pensées, on va plutôt s'intéresser au contrôle de ses actions. Quelqu'un qui va vouloir maigrir va se concentrer sur le fait d'arrêter de manger, et pas sur le fait de vouloir arrêter de penser à la nourriture. Parce que bizarrement, ça paraît impossible d'arrêter de penser à la nourriture, ça paraît inhumain, très difficile. Alors que, quand on y réfléchit 2 secondes, enfin en tout cas quand moi j'y réfléchis 2 secondes, ça me paraît beaucoup plus facile, naturel et moins dangereux d'essayer d'arrêter de penser à manger tout le temps, ou de manger de la mauvaise nourriture, plutôt que d'essayer d'arrêter de manger de la nourriture et de la mauvaise nourriture. Effectivement, essayer d'arrêter de boire du coca, je pense que ça peut vous créer beaucoup de névroses, de stress, de refoulement, ça pourrait mal finir. Par contre, essayer d'arrêter de penser, essayer d'arrêter de limiter, d'excarter, ou alors simplement d'observer lucidement la pensée de boire du coca, je vois pas en quoi c'est dangereux, ça me semble même plutôt un truc cool en fait dans votre vie, ça me semble un contrôle qui est assez efficace et utile. Et c'est ça en fait la méditation, c'est revenir sur ça, sur ce contrôle-là qui est non seulement pas à mes yeux en tout cas dangereux, mais qui est surtout peut-être le truc le plus important de votre vie. Parce que c'est la clé de... Je dirais pas bonheur parce que c'est pas exactement le mot, mais c'est la clé de, la non-souffrance. C'est peut-être le meilleur moyen d'éliminer les phases de souffrance, de difficulté, de frustration, d'insatisfaction, je pense. D'être capable d'observer ces pensées comme ça et de les écarter gentiment, avec la main. De les éloigner. Je pense que c'est le truc le plus important à comprendre, en fait, qu'on peut faire ça, qu'on a ce pouvoir-là. Plutôt que de se dire, non, mais moi je suis pas un contrôle freak, je suis pas obsédé par le contrôle et j'accepte tout ce qui se passe dans ma vie. C'est un peu difficile. Moi j'ai l'impression que le mode automatique, si juste on accepte tout ce qui se passe, toutes les pensées qui rentrent en nous, j'ai l'impression que c'est un peu se condamner à pas mal de souffrance en fait. Je crois. Et ça c'est un truc qu'on apprend quand on étudie un petit peu la méditation et un peu la littérature ancienne autour de ça. Et c'est peut-être un truc qui surprend, je pense, pas mal de gens, ce que je dis là. Parce que je pense que ce monde-là, ce monde, disons, asiatique, ancien, il a été, c'est parce que ça concerne le sud et l'est de l'Asie, hein, il a été beaucoup approprié, comme on dit. Aujourd'hui, il a été beaucoup, je pense, modifié, altéré et approprié culturellement, quoi, peut-être dans les années 70, ça a commencé avant, en fait, mais il a été beaucoup modifié, altéré et utilisé en fait. Je pense beaucoup en réaction à une culture à l'époque encore dominante en Occident, qui était peut-être une culture du contrôle, de la force, de l'ordre. Et par opposition, je pense que ces cultures étrangères, exotiques, exotisées, ont été utilisées pour proposer un truc du laisser-aller total, de l'acceptation, de la gentillesse, de l'anti-ordre en fait, et de l'anti-contrôle, etc. Du coup, c'est peut-être, ce que je vous dis vous paraît peut-être très bizarre, très contre-intuitif, mais ça vous le paraîtra beaucoup moins si vous lisez effectivement ce que c'est que le yoga, ce que c'est que la concentration, ce que c'est que la méditation. Il y a des mots comme ça qui sont galvaudés, qui sont vraiment modifiés, qui sont un peu, comme des termes comme pleine conscience par exemple, vont être un peu moqués, ou être considérés comme... ils vont pas avoir le sens qu'ils sont censés avoir, originellement. Et la méditation, c'est ça. Principalement, et l'autodiscipline, je pense que le cœur de l'autodiscipline, c'est ça, cette capacité à exercer sa volonté, par la conscience, par le recul, par l'influence légère qu'on a sur ses pensées. Ça doit être le cœur, en fait, de la modification des actions, selon moi. C'est le cœur nucléaire de cette question de l'autodiscipline. Ensuite, je vous l'ai dit, il y a la question de la communauté, du groupe, du cadre, de votre environnement, des choses très précises, de comment est rangé votre appartement, comment est organisé votre appartement, dans quelle ville vous vivez, dans quel quartier vous vivez, à côté de, est-ce que vous habitez en face d'une salle de sport, si vous voulez faire du sport, toutes ces choses-là. C'est les choses que vous devez influencer. Et un truc aussi qui est pas mal négligé, je pense, et qui est pas beaucoup répété, c'est l'importance de la répétitivité de votre vie, si vous voulez avoir de la conscience et du contrôle dessus.
C'est pas trop dit parce que ça implique de pas voyager, de pas avoir comment on appelle ça? La yes life, le lifestyle. De pas avoir le truc, voilà, vous allez pas avoir une vie répétitive, contrôlée, avec une volonté bien exercée. Si vous êtes dans un continent différent tous les mois, ça va être compliqué. Si par contre vous êtes toujours dans le même endroit, où vous y vivez toute l'année, tous les jours, pendant toutes les saisons, il y a une répétition dans votre vie qui va faciliter la conscience, qui va vous faciliter l'observation de vos pensées. Parce que c'est la seule chose en fait qui change d'un jour à l'autre. Et que l'environnement est le même. Et donc c'est un avantage pour contrôler vos pensées, et donc les faire aller vers quelque chose de plus positif pour éliminer tout ce qui est cause de souffrance, je pense. Et je pense que c'est important. Moi c'est un truc que j'applique beaucoup, hein. J'ai très envie, j'ai très envie souvent de voyager, voilà, travailler à l'étranger, etc. Mais souvent, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, et ça a toujours marché de me forcer à pas le faire. Et ça m'a toujours rendu plus créatif, et ça m'a toujours permis de faire des choses qui me demandaient une forte volonté, en fait, d'avoir quelque chose d'assez statique dans ma vie. Et je pense que c'est important. Enfin, je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas voyager dans la vie, hein. Faites des voyages, faites plein de choses folles, amusez-vous, mais un élément important vraiment de la volonté, je pense que c'est cet aspect répétitif qu'on peut trouver. Un autre truc, en fait, une autre manière, en fait, d'augmenter son niveau de conscience, je pense, et sa volonté indirectement, c'est deux choses qui peuvent vous sembler contradictoires avec la méditation, mais qui pour moi ne le sont pas. C'est la définition d'objectifs et la quantification, les chiffres. Pourquoi ? Si je définis mes objectifs tous les jours ou toutes les semaines, effectivement ça peut être une forme de pression, c'est être un peu moins dans le laisser-aller, ça peut être quelque chose de stressant, si j'ai un rapport attaché à ces objectifs. Mais si tous les jours j'écris mes objectifs par exemple, et que même si je les rate tous les jours, voilà, j'ai 3 objectifs tous les jours, je les écris comme je l'ai fait plusieurs fois sur le groupe Facebook Les Autodisciples en début de semaine, je le fais en ce moment. Et je propose aux gens à vous, je vous propose de l'écrire aussi. Si toutes les semaines je fais ça, j'écris mes objectifs et que je les rate tout le temps, j'ai augmenté mon niveau de conscience sur ma semaine, sur ce qu'était ma semaine, sur ce qu'elle contenait. Et si je fais ça tous les jours, c'est pareil, voilà, tous les jours, j'ai un plus haut niveau de conscience sur ce que je fais. Et juste ça, ça va m'aider, je pense, à atteindre mes objectifs, et donc à exercer ma volonté, mon autodiscipline. Voilà, tous les jours, je vois que, voilà, j'essaye de faire 3 trucs, je les rate tous les 3. Au bout d'un moment, au bout d'un mois, franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables d'écrire leurs objectifs tous les jours, publiquement, sur Facebook ou n'importe où, et de les rater tous les jours pendant un mois. Enfin, et continuer à les rater le mois suivant, quoi. J'ai un peu du mal à croire que c'est possible. Quand des gens disent, ouais, moi j'ai pas de volonté, etc., je propose juste des choses comme ça, quoi. Depuis combien de temps t'essayes ? Est-ce que t'essayes vraiment ? De quelle manière t'essayes ? Et c'est rare les gens qui essayent un truc tous les jours pendant 1 an, pendant 3 mois, pendant, voilà, longtemps, et qui continuent à échouer. Le point commun des gens qui arrivent pas, c'est qu'ils ont pas essayé très longtemps, ou alors s'ils ont essayé longtemps, ils ont pas vraiment essayé tous les jours. Ou alors ils l'ont pas essayé de manière publique. Si vraiment là tous les jours vous écrivez vos objectifs de manière publique ou toutes les semaines, il y a un moment, il y aura une petite amélioration. Forcément. Parce que à un moment où vous êtes face au truc, vous avez conscience du truc, vous avez conscience de la situation qui se répète. Et quand vous avez ce fort niveau de conscience, tout d'un coup vous avez du recul, vous avez de la lucidité, comme dans un rêve lucide, et puis tout d'un coup vous réalisez que vous avez du pouvoir là où vous croyez que vous n'aviez aucun pouvoir. Parce que vous avez plus de conscience. Et tout d'un coup, vous vous dites, ok, cette semaine, peut-être que parmi mes 3 objectifs, il y en a au moins un que je vais pas foirer totalement. Et puis, même en dehors de ce cas extrême, si toutes les semaines vous réussissez, vous fixez 3 objectifs et que vous les atteignez toutes les semaines, et que vous recommencez la semaine d'après, la semaine d'après, la semaine d'après, si une semaine vous êtes un peu plus dans le bad et que vous vous sentez mal, vous allez voir le truc venir, peut-être vous allez dire, tiens, d'habitude, j'arrive à faire tous mes objectifs. Là, on arrive en fin de semaine, j'en ai réalisé qu'un seul sur les 3. Peut-être que je dois mettre un coup de boost. Peut-être qu'il y a cet événement qui m'est arrivé dans ma vie qui m'a un peu, qui m'a un peu démotivé. Et il faut que je me booste un peu et je vais y arriver. Donc, vous allez augmenter votre volonté aussi de manière préventive avec ce genre de truc. Là, l'idée que je suis en train d'évoquer, c'est un truc que je propose qui
qui permet de mêler la force de la pression sociale, du regard des autres, la pression de moi en fait, de mon regard aussi à moi, et la pression de et en même temps d'augmenter votre niveau de conscience, quoi. Et donc en fait vous donner un meilleur cadre. Une autre manière d'augmenter, je pense, sa lucidité. On va utiliser plutôt ce mot-là, lucidité, dans les objectifs, dans la volonté, dans ce que vous faites, quoi, dans votre vie de tous les jours, c'est la quantification. On a un rapport très négatif aux chiffres, pour plein de raisons. Faut se dire que les chiffres, c'est juste une qualité, c'est juste des mots qu'on écrit un peu différemment, avec des symboles différemment. Mais si je dis, j'évoquerai sûrement ce sujet plus en profondeur un jour, mais si je dis cette personne est plus belle que cette personne, qui est elle-même plus belle que cette autre personne, c'est comme si j'avais dit, cette personne a une note de 3 physiquement, cette personne a une note de 2 physiquement, et cette autre personne a une note de 1 physiquement. Fondamentalement, essentiellement, c'est la même chose. Les chiffres sont juste une manière de faire un peu plus objectif, un peu plus comparable facilement sur un grand nombre de choses. Mais quand on est capable de classer les éléments, les qualités entre les gens, c'est comme si on était capable de les quantifier. C'est juste qu'on utilise un code, un langage différent en fait. Mais on associe, vous l'avez sûrement ressenti quand je l'ai dit, dire d'une personne qu'elle est plus belle qu'une autre, qu'elle est elle-même plus belle qu'une autre, c'est un peu moins grave, c'est un peu moins violent que de dire cette personne elle est à 3 et elle est à 2 et elle est à 1. Ça paraît tout de suite méchant, dur. Peut-être pour des raisons historiques, je sais pas, enfin pour plein de raisons quoi. Mais je pense finalement pour des raisons pas forcément ultra rationnelles quoi, parce que vraiment c'est la même chose. Faudrait que je développe pour vraiment l'expliquer, mais c'est, je sais pas, croyez-moi, c'est la même chose quoi, fondamentalement. En termes de langage, il n'y a pas de différence entre ces deux manières de parler, avec des chiffres ou sans chiffres. Il y a juste une manière de parler qui est un peu plus claire et simple. Et ça c'est important, je parle de ça parce que c'est important dans sa vie aussi d'être capable de se quantifier. Quand je dis, voilà par exemple vous allez vous fixer 3 objectifs tous les jours, bah, c'est les gens qui vont avoir des objectifs fous, je vais avoir tendance à leur conseiller d'avoir des objectifs un peu plus clairs, un peu plus quantifiés, combien d'heures tu veux travailler sur ce livre que tu veux écrire, tu veux écrire aujourd'hui, bah combien de mots tu veux écrire, combien de pages tu veux publier, envoie-moi le lien, fais-le de manière publique, parce que ça force à avoir une quantification, à avoir une comptabilité, d'avoir quelque chose de vérifiable en fait. Ok, t'as envie de méditer, bah ok, bah combien de jours par semaine, combien de temps par jour. Tu veux sortir de chez toi, puis faire des rencontres parce que t'es quelqu'un de timide, bah ok, bah tu vas rencontrer combien de personnes. Je comprends que ça paraisse un peu inhumain pour beaucoup de gens parce qu'on a tous un peu quand même ce rapport négatif avec les chiffres, quoi. C'est un peu déshumanisant, etc. Mais ça a quand même un gros avantage, c'est que ça nous permet d'avoir cette comptabilité. Et ça augmente aussi notre niveau de conscience par rapport aux choses qu'on fait, par rapport aux décisions qu'on fait. Ça peut aussi le diminuer dans certains cas, mais ça peut aussi l'augmenter. Ça vous permet... ça nous permet en fait de... par exemple, les projets 30 jours, le fait de se dire, tiens, il y a des gens qui peuvent avoir un rapport critique au projet 30 jours en se disant, bah tiens, mais moi j'ai pas envie de faire un projet pendant 30 jours, si j'ai envie de faire un projet, si j'ai envie de créer une habitude, je vais pas compter le nombre de jours, ça sert à quoi de faire ça? Mais en fait, ça permet, le fait d'ajouter du chiffre dans ce genre de choses, d'avoir un défi sur 24 heures, d'avoir un défi sur 30 jours, bah ça permet de se dire, bah voilà, pendant 30 jours, je vais vraiment m'observer. Je vais vraiment avoir une quantification de ce que je fais, et je vais vraiment avoir une lucidité, et cette lucidité, elle va augmenter mon pouvoir sur moi-même. Et le pouvoir sur soi-même, c'est bien. C'est fort. Ça vous permet d'être mieux, je pense, dans votre vie. Par exemple, si vous mangez, que vous comptez vos calories, bon moi je le fais pas, mais si vous comptez vos heures de jeûne intermittent, le nombre de grammes de protéines par exemple que vous mangez, si vous allez à la salle et que vous soulevez des poids et que vous comptez à chaque fois le nombre, la masse en fait de ce que vous soulevez, combien de sets, combien de reps, combien de séries vous faites, mais bon là c'est un autre podcast, je l'ai déjà fait, eh bien
ça augmente incroyablement votre niveau de conscience de ce que vous faites. Et c'est beaucoup plus facile de progresser, de vous améliorer. Parce que ça vous donne une lucidité folle. Et par exemple, ce truc-là, à la salle, je sais pas si je l'ai dit dans le dernier podcast, je crois pas, mais moi je suis vraiment impressionné de voir à quel point, si je l'ai déjà dit, je suis impressionné de voir à quel point les autres gens que moi ne prennent pas de notes. Genre ils ont pas un carnet, ils sont pas sur leur portable en train d'écrire à chaque fois combien de reps, combien de sets, combien de kilos ils ont soulevé. Parce que moi je fais que ça. Sur toutes les pauses, je fais que ça. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à progresser vite. Ouais, j'ai observé que j'ai soulevé beaucoup plus vite, de plus en plus lourd au fil des mois que plein d'autres gens, et je pense que c'est beaucoup parce que j'ai grave conscience de ce que je fais, quoi. Et j'ai grave conscience de ce que je fais, pas parce que je médite après ma séance de sport, même si je le fais, mais parce que j'ai des notes, en fait, c'est écrit. Et ça, c'est un moyen mais ultra facile d'augmenter ma lucidité et d'augmenter cette part de libre arbitre, de volonté, d'autodiscipline que j'ai dans ma vie. Donc c'est un truc à pas négliger. Voilà, tous les trucs que je voulais dire, grosso modo, c'est les choses les plus importantes si vous voulez augmenter votre autodiscipline. Commencez par vouloir influencer vos pensées, utilisez ce petit pouvoir que vous avez pour influencer votre environnement, surtout l'environnement social, parce que je les ai pas cités aujourd'hui, mais je ramène toujours au même livre, au même auteur, quoi, c'est Kelly McGonigal encore. Cette fois-ci dans le livre de Willpower Instinct, c'est qu'on est vraiment des animaux sociaux, on est vraiment déterminés par ce que les gens font autour de nous, par ce que les gens pensent autour de nous, on a envie de plaire aux gens autour de nous. C'est extrêmement important dans nos objectifs d'inclure une partie sociale, une partie... on peut avoir de grands objectifs dans la vie, mais on a aussi envie d'impressionner, pas tout le monde, on a envie d'impressionner les gens dans notre environnement social, nos amis. Et donc c'est important de les choisir, c'est important de choisir notre communauté en fonction des objectifs qu'on veut se fixer à soi-même. Et naturellement, ce que tout le monde fait, c'est juste qu'il est dans un certain groupe, et toute sa volonté, toute son identité, tous ses désirs sont déterminés par ce groupe, et ou en tout cas très très influencés par ce groupe, et on le sait par des expériences. Les gens ont plus peur d'avoir honte que d'aller en prison. On a vu ça par exemple au niveau de la justice. Il y a des comportements illégaux qui sont plus faciles à interdire par des photographies que par de la menace de prison. Pareil pour le sport, si les gens doivent se prendre en photo pour maigrir et s'ils savent qu'ils vont passer à la télé à la fin ou dans les journaux à la fin avec leurs photos de leur corps torse nu, ils sont beaucoup plus motivés que s'ils doivent payer une amende à la fin, s'ils atteignent pas leur objectif de perte de poids. Parce que on est comme ça, on est des animaux sociaux, on a besoin de pression sociale. Je sais que ça fait peur, mais ça marche. Et moi je l'ai beaucoup utilisé. Et je parlais de quoi ? J'ai complètement changé de sujet. Voilà, il faut utiliser la pression sociale. Et moi c'est un truc que j'ai envie d'explorer de plus en plus. Et en fait de permettre à des gens de l'explorer. Il y a un peu deux voies d'amélioration. Je trouve deux angles en fait un peu opposés. Et je pense pouvoir trouver un juste milieu avec un projet que je vais vous proposer là. Ces deux voies un peu extrêmes que je vois, c'est le coach et l'application. Le coach d'abord. Prendre un coach pour vous motiver. Est-ce que c'est une bonne solution pour être plus autodiscipliné ? Alors si vous voulez atteindre un objectif, je dirais que oui. Globalement, je regarde autour de moi, des gens qui ont pris un coach, ça marche, quoi. Globalement, ça vous met une pression sociale, il y a quelqu'un qui vous suit, c'est assez efficace. Bon, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que ça coûte cher en général. Si c'est quelqu'un que vous allez voir régulièrement, tous les jours ou toutes les semaines, vous allez devoir le payer et ça a du sens, surtout sur le long terme. Vous avez peut-être pas les moyens. Les gens qui en ont peut-être plus besoin sont peut-être les gens qui ont moins les moyens. Donc c'est un problème de toute façon pour plein de gens. Je pense que ça peut aussi être un problème par rapport à l'indépendance. Ça peut être dur de prendre son autonomie vis-à-vis d'un coach. Il y en a plein qui font un effort sincère pour autonomiser leurs élèves. Et ça c'est bien, mais il y en a plein aussi qui font pas cet effort-là, et qui veulent juste un one-shot, faire un coaching et après ils se barrent, et ils s'en foutent du résultat, ou alors au contraire ils vont faire en sorte de créer une relation de dépendance pour avoir une source de revenus fiable sur le long terme, ce qui me semble assez dommage. Parce que le problème c'est que si vous réussissez quelque chose avec un coach, vous risquez de pas avoir cet avantage de gagner en confiance en vous. Alors qu'un truc qu'on revoit, qu'on entend beaucoup, qu'on entend vraiment souvent dans les gens qui ont un parcours d'amélioration, de changement de leur vie, c'est que souvent c'est une question de prise de confiance en soi de manière assez individuelle sur des toutes petites choses. Donc quelqu'un qui va avoir
commencer par une bonne habitude, par exemple arrêter de fumer, et à partir de là, donc je pense à Leo Babauta, l'auteur du blog Zen Habits, il a commencé par arrêter de fumer, et à partir de là, il a cultivé toutes les autres bonnes habitudes. Il s'est dit, voilà, je pense en un an, ok, j'arrête de fumer, il a atteint ça, il a commencé à courir tous les jours, et après ça, il a pris le temps, et il a décidé de mieux manger, je crois, et ainsi de suite. Et à la fin, il est arrivé à faire 1 milliard de bonnes habitudes en même temps. Voilà, courir tous les jours, être végétalien, ne pas fumer, s'occuper de sa famille, avoir le temps, écrire tous les jours, enfin bref. C'est devenu un monstre d'autodiscipline, mais étape par étape. Petit bout par petit bout, parce que chaque petit bout a augmenté sa confiance en lui. Parce que la confiance en soi, c'est pas un truc... je vais peut-être dire un truc méchant, mais si vous n'avez pas confiance en vous, vous avez peut-être raison, vous avez peut-être de bonnes raisons de pas avoir confiance en vous. De la même manière que s'il y a un gars, imaginez que vous avez quelqu'un dans votre entourage, et vous n'avez pas confiance en lui, et que vous venez me voir, ou vous venez voir quelqu'un pour lui dire comment je peux faire pour avoir confiance en Philippe. J'ai pas confiance en Philippe, comment je fais pour avoir confiance en lui? T'es sûr que tu veux avoir confiance en lui? Peut-être que t'as une bonne raison en fait de pas vouloir lui faire confiance. C'est peut-être pareil pour vous. Et plutôt que de vous dire comment je vais changer ça, hop, par magie, demandez-vous comment regagner votre confiance. Qu'est-ce que Philippe doit faire pour regagner votre confiance? Peut-être qu'il doit vous offrir des fleurs. Peut-être qu'il doit vous faire le petit déjeuner tous les matins. Et peut-être que vous devez faire la même chose. Peut-être que vous devez être un peu plus fiable, simplement. Et quand vous serez fiable à vos propres yeux, vous aurez petit à petit de plus en plus confiance en vous. Et vous pourrez faire plein de projets en même temps. Mais c'est quelque chose, je pense, qui doit se construire progressivement. Et donc, passer par un coach, ça peut être un peu limitant par rapport à ça. Après, il y a des cas où c'est quand même très utile. Sur tous les cas, je pense par exemple au sport, ça peut être très pertinent si vous n'arrivez pas, si vous savez pas comment faire, si vous avez besoin d'apprendre une skills pratique, ça peut être cool de passer par quelqu'un. Après, l'autre écueil, l'autre extrême en fait de l'autodiscipline et des solutions qui sont proposées pour l'autodiscipline. Et juste après, je vais vous proposer ma solution, mon projet pour 2020. Pour aider plein de gens à être plus autodisciplinés. Donc l'autre écueil, l'autre opposé du coach, c'est l'application. Il y a des gens qui travaillent sur ça, c'est un peu un projet LOL, un peu un projet de drôle dans le monde des startups, les gens qui développent une appli sur la productivité. Parce que c'est un problème hyper commun. Tout le monde a un problème avec la productivité. Moi, quand je fais un sondage, souvent, ce que je revois, c'est que les gens, ils en ont marre de procrastiner, ils voudraient moins procrastiner. Et c'est un truc qui est ultra commun. Et donc des gens développent des petites apps pour la productivité pour un peu automatiser ce problème-là chez les gens. Donc il y a plein d'apps qui existent pour justement se quantifier et être un peu plus productif, être conscient du temps qu'on passe sur Internet, du temps qu'on passe à travailler, gamifier un peu la productivité, voilà tout ça. Et je pense qu'il y a un gros problème là-dedans. Je comprends l'intention, je comprends pourquoi on est autant obsédé par ça, c'est parce que se dire qu'on peut régler ce problème de manière totalement inhumaine, de manière totalement automatique, de manière totalement robotique, et sans passer par un coach, avec une petite motivation, dans un téléphone, ça fait un peu rêver en fait. On se dit tiens, il y a l'app est la solution, le robot est la solution, l'intelligence artificielle est la solution. Et globalement, ça marche pas ultra bien. C'est pour ça qu'il y a plein d'apps qui se créent différentes, ou qu'il n'y a pas trop de monopole, et que c'est un peu un projet de start-up un peu éternel sur des applications. C'est parce que c'est pas vraiment ça, c'est passé à côté du motivateur humain principal, je crois. C'est pas moi qui le crois, c'est les gens qui étudient un peu les humains qui le croient. C'est passé à côté du moteur humain principal qui est les gens en fait, qui est les humains. On a cette malchance d'être un animal social quoi. Et donc une application, un système automatique, aussi bien fait qu'il soit, aussi automatisé qu'il soit, aussi quantificateur qu'il soit, aussi fun qu'il soit, bien designé, etc. C'est pas très motivant en fait, c'est pas ultra motivant. C'est pas très social en fait. Méditer 10 minutes par jour tous les jours, c'est pas forcément ultra social. Si vous le gardez pour vous et que y a pas cette idée de défi avec d'autres. Et donc il faut, je pense, trouver une autre solution. Plus communautaire, qui prend plus en compte l'humain, plutôt que de se concentrer sur l'application. Et un autre élément aussi que je veux dire au passage et qui je pense est beaucoup sous-estimé dans
La question de l'autodiscipline, c'est le manque de stimulation. Souvent, ce qu'on va appeler de l'autodiscipline, c'est pas de l'autodiscipline. Premièrement, parce que je vous l'ai dit, souvent c'est communautaire. Des gens qui semblent très autodisciplinés, un prof par exemple qui semble hyper carré, en fait il a une réputation à défendre et voilà, il y a un environnement derrière lui que vous ne voyez pas qui le discipline, mais aussi souvent, ce n'est pas de l'autodiscipline, mais souvent c'est même pas de la discipline, parce que des gens qui réalisent des projets qui semblent ultra répétitifs ne le sont pas à leurs yeux. Je pense moi par exemple, il y a des gens qui vont me dire que j'ai été ultra discipliné dans la création de vidéos, dans le sport, dans la lecture, dans le fait de lire beaucoup, mais à mes yeux c'est pas du tout de la discipline. Dans la vidéo, je me suis toujours amusé à faire des trucs nouveaux qui m'amusaient, tester des choses difficiles. Ça m'a toujours motivé. Je me rappelle pas m'être forcé un jour à me dire faut que je sorte la caméra alors que j'en ai pas envie. Je vais monter alors que j'en ai pas envie. À chaque fois que j'avais ce genre de sentiment, de toute façon, j'ai essayé de trouver un truc intéressant et nouveau qui m'exciterait pour vouloir le refaire. Et de la même manière, dans la lecture, j'ai toujours fait en sorte de lire des livres hyper intéressants, hyper nouveaux, quitte à aller vers des livres un peu plus exigeants, ou des livres sur des sujets nouveaux, plutôt que d'exercer ma volonté pour ouvrir le livre et me forcer à lire, quoi. J'ai pas eu tellement le sentiment dans la lecture d'exercer beaucoup de volonté. Et dans le sport, c'est pareil. Depuis 1 an que je pratique assez sérieusement, je me suis pas dit, tiens, allez, tous les jours, aujourd'hui je me force à y aller alors que j'en ai pas envie. Je me suis jamais trop retrouvé dans ce truc-là que les gens disent. Je pense que c'est plutôt une bonne chose parce que ça me force du coup à tester des choses nouvelles. Voilà, donc j'ai testé des mouvements nouveaux, surtout au début, des manières de faire, des méthodes, des périodisations, des maillot-reps, des manières plus lentes ou alors plus rapides, plus intensives de faire. Voilà, ce genre de choses, quoi. Et en plus, le fait de progresser, le fait de soulever un peu plus lourd chaque mois, c'est ultra motivant et ça donne pas du tout l'impression d'être dans une démarche répétitive. Si vous me disiez de lire des livres chiants tous les jours, de faire le même format de vidéo tous les jours, de faire la même séance de sport tous les jours, j'en ai pas la capacité, j'en ai pas l'autodiscipline. Ça, pour moi, ce serait vraiment de l'autodiscipline. Mais ce que je fais vraiment, les choses qui, parfois, aux yeux des gens, me fait recevoir le compliment que je suis quelqu'un de très autodiscipliné, c'est, je pense, pas mal cette illusion de répétitivité qui, en fait, n'est pas présente. Si vous voyez quelqu'un qui est parti de Paris et qui est arrivé à Pékin à pied, vous n'allez pas lui dire bravo, t'as été très autodiscipliné. Pourtant, cette personne, tous les jours, sûrement, elle a fait la même chose. Elle a marché. Elle a avancé, elle a trouvé un hôtel, elle a dormi dans cet hôtel. Il a eu un parcours ultra répétitif d'une certaine manière et je pourrais m'amuser à voir ça comme un formidable exercice d'autodiscipline. Mais évidemment, ça ne l'est pas pour lui. Parce que pour cette personne qui a fait Paris-Pékin à pied, ça a été marrant. Ça a été des paysages différents tous les jours. Et je pense que votre parcours d'autodiscipline, quel qu'il soit, je sais pas ce que vous voulez faire, vous mettre au sport, mieux manger, méditer. Je pense que vous ne devez pas le voir comme un parcours répétitif dans lequel vous allez devoir apprendre à être discipliné. Vous devez le voir comme un voyage. Vous devez le voir comme Pékin, à pied. D'ailleurs, dans la méditation, c'est extrêmement... c'est la manière dont c'est un peu présenté, j'ai l'impression, notamment dans des apps d'ailleurs, et dans le monde moderne, quoi, c'est beaucoup cette idée de routine. Je vais méditer tous les jours 10 minutes. Je vais je vais prendre mon café ou mon thé tous les matins, je vais faire ma petite morning routine, je vais écrire et puis après je vais méditer un peu. Il y a beaucoup ce culte en fait de la routine parce que c'est bien vu, il y a une sorte d'image positive autour de ça que je partage pas, que je n'ai pas. Et si vous lisez un peu des textes anciens sur la méditation, sur la concentration en fait plutôt, c'est peut-être une meilleure traduction, je sais pas. Mais sur ces choses-là, en fait c'est pas du tout ça la démarche, c'est pas du tout ça l'esprit. Au contraire. C'est un esprit d'atteindre des états, le 12e level de maîtrise de je sais pas quoi, des états inhumains qui échappent en fait au commun des mortels, quoi. Il y a une vision beaucoup plus graduelle, beaucoup plus élevée, beaucoup plus ambitieuse même, si j'ose le mot, même si c'est une ambition intérieure, dans les parcours de méditation. Et je pense que c'est beaucoup plus motivant en fait pour les moines qui consacrent leur vie à ça.
C'est cette idée en fait de stimulation, cette idée d'atteindre un état d'éveil complètement fou et je sais pas, qui fait rêver peut-être. Et donc c'est important, je pense, d'ajouter aussi cet élément de stimulation, de nouveauté, et pas être enfermé dans ce truc d'autodiscipline, de répétition, de structure, qui suscite une admiration générale, j'ai l'impression, qui n'est pas justifiée à mes yeux. Je trouve pas ça très admirable, quelqu'un qui fait la même chose tous les jours. Bah, je trouve ça un peu bête en fait. Je vois pas trop en quoi ce serait admirable. Et donc, je réfléchis à tout ça, à ces différents éléments autour de l'autodiscipline. Et après mes différentes expériences là-dessus, j'ai envie de proposer un truc pour l'année 2020 que je propose gratuitement pendant tout le mois de janvier, parce que c'est expérimental et que je veux encore l'améliorer, que je veux faire quelque chose aussi d'évolutif de toute façon, qui va changer avec le temps, qui prendra un peu la forme de vidéo, peut-être de live, peut-être d'audio, peut-être de texte, bref. Ce que je veux faire, c'est un groupe sur internet, un groupe Facebook, parce que Facebook maintenant c'est un peu les nouveaux forums, et j'aime bien le format, j'aime bien vu que les gens sont souvent sur leur identité réelle, ça crée une meilleure attitude, un meilleur truc quoi. Donc je vais créer un groupe Facebook privé pour les gens qui sont intéressés, que je limiterai à terme après le mois de janvier à 100 ou alors 150 personnes, je pense maximum. 150 personnes, c'est le nombre de Dunbar, c'est un peu le nombre magique en théorie des organisations qui fonctionnent, parce que c'est un nombre de personnes qu'on peut à peu près connaître. Et donc je vais faire un groupe pour 150 personnes, totalement gratuit pendant le mois de janvier, dans lequel vous pourrez vous inscrire, et dans lequel en fait je vais proposer à tout le monde de partager ses objectifs toutes les semaines. Je publierai au début au moins une vidéo par semaine avec chaque mois un thème commun, une habitude commune à créer pendant 30 jours. L'idée étant de cumuler petit à petit les habitudes, progressivement, en commençant par le fait d'éliminer la procrastination. Il y aura de la méditation, il y aura de la nutrition, il y aura du sport, il y aura toutes les choses en fait qui intéressent les gens de manière générale, des choses autour du sommeil, potentiellement autour du rêve si vous votez pour ça, autour de l'écriture, de journaling quoi en fait, autour de la routine de manière générale, autour de la zone de confort, c'est un truc qui intéresse beaucoup aussi, les rencontres et la zone de confort, c'est un truc hyper intéressant. Potentiellement autour de la création si ça vous intéresse. Enfin bref, vous comprenez, c'est un truc assez expérimental, mais je veux faire en fait tous les mois la culture d'une habitude pendant toute l'année 2020, et vous proposer un peu comme ça un programme dans lequel l'idée c'est qu'au bout d'1 an, vous ayez cultivé 12 habitudes différentes. Et en plus, vous êtes dans une communauté dans laquelle vous avez une pression sociale positive, qui est utile, dans laquelle vous pouvez partager vos objectifs, et en plus avec cet élément de stimulation de nouveauté, dans le sens où je veux pas faire l'erreur que j'ai pu un peu faire avant, de vouloir faire un truc répétitif, où vous allez tous les jours répéter des mêmes trucs pour une habitude, etc. Là, c'est pas l'idée. L'idée, c'est d'utiliser un peu ma force, un peu ce que j'ai réussi à faire sur YouTube, c'est-à-dire un peu n'importe quoi, parce que ça correspond, et un peu aller dans tous les sens, de manière un peu prévisible, parce que ça correspond à ma personnalité, mais en fait, je réalise que c'est bien aussi pour les humains, pour les gens, parce que ça surprend, parce que ça capte l'attention, et plutôt que de faire un produit dans lequel tous les jours je vais vous dire allez aujourd'hui levez-vous tôt et atteignez vos objectifs, plutôt faire un truc où je vais être surprenant, où je vais challenger, où je vais stimuler. Je me dis que ça peut être cool, et ou même vous-même vous allez le faire entre vous. Je me dis que ça peut être c'est plus logique en fait, c'est plus partir de là où vous êtes, là où on est, là où sont les gens. Sur Facebook par exemple, déjà, c'est pour ça aussi que je le fais là-dessus, partir de là où sont les gens pour les amener vers plus de conscience, de lucidité d'eux-mêmes, et donc plus d'autodiscipline et plus de volonté. Donc voilà, l'idée générale que je veux faire. Donc il y aura des lives aussi, j'ai envie de tester ce truc-là, de live hebdomadaire, le dimanche je pense, pour interagir avec vous, pour voir si vous avancez dans l'objectif du mois, si vous arrivez à atteindre ce que vous voulez faire. L'idée là, c'est vraiment de capitaliser sur le début de l'année, sur le mois de janvier, sur le moment des bonnes résolutions. On va aussi, pour les gens qui ne les auront pas encore parfaitement définies, définir ensemble les bonnes résolutions à prendre pour l'année 2020. Je vais partager les miennes aussi avec vous, et mes objectifs pour 2020. Et ensemble, on va essayer de mettre ça en place. Donc je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous. Sinon, vous tapez resolu.co, sans accent, resolu.co, et vous accéderez au site, et vous pourrez faire votre premier test pendant tout le mois de janvier. Donc inscrivez-vous le plus tôt possible, parce que
du coup vous aurez plus de temps d'essai si vous vous inscrivez tôt, et vous aurez la possibilité de définir en fait ce programme avec moi et avec les premiers membres. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, et voilà, bonne année, bonne résolution, salut.